La formation professionnelle, on n'y comprend rien. C'est ultra compliqué, il y a plein de paperasses, on ne sait pas qui demander, qui solliciter, ça va nous prendre un temps dingue. Voilà à peu près les traditionnelles réactions dès lors que l'on évoque un projet de formation pour soi ou pour un collaborateur. Et à cette sensation de complexité s'ajoute une réforme de la formation professionnelle très importante, une vraie réforme, dont certains aspects sont déjà en place, alors que d'autres deviendront opérationnels dès le 1er janvier 2016. Il y a en effet un certain nombre de choses à savoir dès lors que l'on aborde la formation continue, qui ont l'air beaucoup plus tortueuses qu'elles ne le sont réellement. Nous allons faire le point ensemble, pour que vous puissiez plus simplement piloter votre formation ou celle de votre équipe, et nous allons articuler notre vidéo autour des 3 questions suivantes. Qu'est-ce que le CPF et qu'est devenu le DIF? Qu'est-ce que le plan de formation d'une entreprise? Et enfin, et surtout, comment se finance la formation professionnelle? Alors le CPF. Depuis le 1er janvier 2015, le DIF n'existe plus. Il est remplacé par le CPF. Un mot d'introduction sur cette réforme dont l'esprit a été de remédier au fait que l'argent de la formation, assez conséquent, ne profite pas toujours à ceux qui en ont le plus besoin. Et l'autre volonté du législateur a été de donner plus de liberté aux collaborateurs pour disposer de leur droit à la formation. Le DIF, qui n'existe plus, était un crédit de temps. Chaque salarié emmagasinait des heures de formation. Mais au moment d'utiliser ce crédit de temps de formation, il devait soumettre la thématique et surtout le financement de cette formation à son employeur, ou, de façon plus rare, à sa filière. Si la filière, par l'intermédiaire de son EPCA, considérait la thématique d'apprentissage comme prioritaire, elle accordait des financements. Dans la réalité des choses, l'employeur gardait quasiment systématiquement la main sur les formations choisies. Aujourd'hui, les choses sont plus claires pour le salarié. Il possède un compte personnel de formation, CPF, auquel il a accès de façon individuelle. Ce compte est hébergé sur le site moncompteformation.gouv.fr, site lui-même hébergé par la Caisse de dépôt et consignation. Et en fonction du code NAF de son entreprise et du nombre d'heures dont il dispose, une liste de formations est proposée. Attention, paramètre important, toutes les formations que l'on pourra suivre grâce à son CPF seront des formations diplômantes ou certifiantes, c'est-à-dire sur des programmes précis, généralement d'assez longue durée, qui tendront vers l'obtention d'un savoir-faire sanctionné par un diplôme ou une certification. Ensuite, en fonction du nombre d'heures dont chacun dispose, du coût de la formation et du taux horaire accordé par l'OPCA, le salarié peut s'inscrire de lui-même et suivre ces programmes. Alors vous avez certainement remarqué que cela fait déjà 2 fois que nous parlons d'OPCA. Il est temps de faire une parenthèse et de poser la lumière sur cet organe essentiel de la formation professionnelle. Organisme paritaire, collecteur agréé. Les EPCA sont pilotés par les organisations et syndicats professionnels, aussi bien patronaux que salariaux. Et comme leur nom l'indique, elles collectent la taxe de formation continue des entreprises pour ensuite redistribuer et affecter les budgets de formation. Ce sont les EPCA qui, entre autres, financeront une formation engagée dans le cadre du CPF. Donc pour le collaborateur, le chemin est simple. Il doit choisir sa formation en fonction de ce qui lui est proposé sur son compte, s'inscrire auprès des organismes de formation référencés et solliciter son EPCA qui prendra en charge le financement. Et l'employeur dans tout ça? On a vu que son accord n'est plus nécessaire quant au choix de la formation. Et si le collaborateur participe à ces formations en dehors de ses heures de temps de travail, il n'a même pas besoin de l'accord de son employeur. En revanche, naturellement, si les formations empiètent sur le temps de travail, l'accord de l'employeur est incontournable. Deuxième point de changement, avec feu le DIF, concerne les dispositifs de VAE qui désormais seront pris en charge par le nouveau CPF. VAE, validation des acquis et des expériences, qui permet, au regard des expériences professionnelles, d'obtenir un diplôme. On considère aujourd'hui qu'il est terminé le temps où seule la formation initiale permettait d'obtenir un diplôme et que l'on peut prendre en compte l'expérience sur un poste pour obtenir le diplôme et les éventuels avantages qui vont avec, notamment financiers. Cette démarche de valorisation de son parcours professionnel se prépare de façon individuelle, mais vous pourrez utiliser votre CPF pour vous faire coacher pour monter votre dossier et ensuite coacher pour le défendre auprès de la commission qui vous accordera ou non le diplôme ciblé. Là aussi, on voit que l'on reste dans une optique diplôme-certification. Troisième type de formation éligible au CPF sur laquelle on ne va pas s'éterniser, le socle de base des compétences. Expression en français, mathématiques, informatique. C'est un accès donné aux compétences de base de la vie professionnelle, plutôt à destination de personnes étrangères travaillant en France ou à des personnes ne possédant qu'un assez faible bagage professionnel et qui ont besoin d'un socle, considéré comme minimum, pour intégrer le marché du travail.
Voilà, nous avons fait le tour du CPF, compte personnel de formation. Et l'on comprend bien que le CPF, c'est la formation selon le collaborateur, selon ses souhaits d'évolution et de carrière, c'est lui qui a la main là-dessus. On peut donc imaginer qu'un collaborateur puisse suivre une formation en dehors de son temps de travail sans que jamais son employeur n'en soit informé et qu'il pourra obtenir un diplôme à ce moment-là. Reste que l'employeur, lui aussi, il a des objectifs, des axes de développement et qu'il a besoin de former ses équipes. Il va s'appuyer pour ça sur son plan de formation. Le plan de formation d'une entreprise, qu'est-ce que c'est? Le plan de formation d'une entreprise synthétise la politique de formation de cette entreprise et les différentes formations à mettre en place pour accompagner le développement des compétences de ses collaborateurs. Généralement liées aux entretiens annuels, les formations sont planifiées sur une année. L'entreprise choisit les programmes et envoie ses collaborateurs suivre des modules en relation directe avec les fonctions occupées par chacun et les objectifs de l'année. Ce plan de formation est naturellement lié à une enveloppe budgétaire que nous allons creuser ensemble. En fait, nous allons maintenant aborder le financement global de la formation professionnelle et les forts impacts de la réforme. Le financement des plans de formation change énormément à partir du 1er janvier 2016. Nous allons donc distinguer deux périodes, cette année et à partir de l'année prochaine. Jusqu'à cette fin 2015, le financement des plans de formation des entreprises s'établit avec les mêmes modalités que les années précédentes. La formation professionnelle, et plus particulièrement les plans de formation, sont en partie financés par la taxe de formation continue, réglée par les entreprises à la fin du mois de février de chaque année. Comme souvent, dès qu'il est question de taxe ou de contribution, le taux varie selon la taille de l'entreprise. Il s'agit ici d'un pourcentage de la masse salariale. Cette taxe est versée à un organisme, l'OPCA, dont on a parlé tout à l'heure. Dans la filière événementielle, les principaux OPCA sont l'AFDAS, le FAFIEC, l'OPCA Transport, plus certains OPCA généralistes comme Opcalia ou la GFOS PME. Jusqu'à cette année, les taux sont les suivants. Vous avez un effectif de 1 à 9 personnes, la cotisation est de 0,55% de votre masse salariale, de 10 à 19%, 1,05% de votre masse salariale, plus de 20 salariés, 1,6% de la masse salariale. Là-dessus, pour les entreprises de 1 à 9 salariés, sur ces 0,55%, 0,4% sont affectés au plan de formation. Au-delà, c'est 0,9% de la masse salariale qui est affectée au plan de formation. Donc on comprend qu'en fonction de sa masse salariale, on bénéficie d'un budget que l'entreprise est libre d'investir sur les programmes de formation qu'elle juge en adéquation avec ses objectifs de développement. Elle peut également, et on peut le déplorer, ne jamais utiliser ces fonds qui seront alors totalement perdus puisque payés à la fin du mois de février. L'entreprise choisit ses formations délivrées par un organisme de formation qui bénéficie d'un numéro de déclaration d'activité délivré par la Direction régionale du travail. Elle demande l'accord de prise en charge à son EPCA et peut même obtenir une prorogation de paiement. L'organisme de formation contracte alors directement avec l'OPCA et la tâche administrative de l'entreprise s'en trouve extrêmement allégée. Qu'est-ce qui change en 2016? Pour l'année 2016, les contributions et la partie consacrée au plan de formation évoluent de façon considérable. Regardons le nouveau tableau et les nouveaux chiffres. Que faut-il retenir de ces changements? Pour les 1 à 10, rien ne bouge, le système reste le même. On cotise la même chose et on bénéficie du même financement. Détail important pour cette catégorie d'entreprises, la somme allouée au plan de formation est un forfait qui sera le même que vous ayez 1 ou 9 salariés. En revanche, dès la tranche de 10 à 19 salariés, les choses changent beaucoup. D'abord les bonnes nouvelles, les cotisations chutent et de 1,05 de contribution, on passe à 1%. Mais gros changement, le plan de formation passe de 0,9 à 0,2%. Le reste de la contribution est affecté à d'autres dispositifs, le CPF dont on a parlé, les contrats pro, une partie à l'État, etc. C'est-à-dire que l'entreprise de 10 à 19 salariés qui souhaitent développer des compétences particulières à ses équipes, qui souhaitent prendre un virage stratégique ou développer de nouvelles activités, va perdre environ 80% de sa capacité de financement de la formation. C'est la tranche d'entreprise pour laquelle la réforme est la plus pénalisante. Mais pour les autres, les nouvelles ne sont pas excellentes non plus. Certes, les contributions baissent de façon significative. Au-delà de 10 salariés, la cotisation ne pèse plus que 1% de la masse salariale.
Mais parallèlement, les sommes dédiées au financement des plans de formation fondent comme neige au soleil. De 0,9, elles passent à 0,2 pour les 10-50 salariés, de 0 à 0,1 pour les 50 à 300 salariés et disparaissent purement et simplement à partir de 300 salariés. Alors, est-ce que les entreprises vont cesser de former leurs collaborateurs? Assurément non. Elles continueront de le faire parce qu'elles sont obligées d'accompagner le développement de leurs collaborateurs. D'ailleurs, cette réforme donne parallèlement les obligations de formation aux entreprises, qui, si elles abandonnent la formation, seront sévèrement sanctionnées. Et beaucoup de choses sont faites pour que les 0,6% de masse salariale restent affectés à la formation. D'ailleurs, dans les grandes entreprises, l'ancien taux de 0,9 était généralement largement dépassé. Il n'en reste pas moins que toutes les entreprises, si elles décident de rester sur le même budget, ce qui n'est pas gagné, parce que certains financiers verront dans la baisse des contributions une aubaine financière, toutes les entreprises perdent au minimum 0,3% de leur budget. C'est certainement l'offre de formation qui va évoluer. L'externalisation à tout cran de la formation a sans doute vécu, et les entreprises feront peut-être appel à leurs propres compétences pour former des équipes. La formation deviendra de plus en plus un levier de motivation, le reflet d'une marque employeur. Les frontières entre la formation et les séminaires, qui avaient déjà tendance à se frotter, vont devenir de plus en plus poreuses. Et l'offre de formation en général va se trouver extrêmement challengée par cette réforme. Seuls les organismes de formation, à même de délivrer une véritable plus-value pédagogique et une plus-value d'expertise, vont tirer leur épingle du jeu. On peut notamment penser à l'Institut de l'événement ANEI, mais cela fera certainement l'objet d'une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.